Je remercie particulièrement les 4 grandes associations de nos réseaux éducatifs de services de garde au Québec de s'être déplacés, de venir ici à Québec ce matin afin de nous faire part de leurs grandes préoccupations. Je vous rappelle que depuis une semaine, il y a une pétition qui est en ligne sur le site de l'Assemblée nationale qui a recueilli déjà près de 20 000 signataires, 20 000 pétitionnaires pour dire au gouvernement du Québec qu'il faut cesser les attaques envers le réseau de nos centres de petite enfance, envers cette mission d'un service de qualité, d'un service de garde de qualité au Québec. Je vous rappelle que le gouvernement du Parti libéral, lors de la dernière campagne électorale, s'était engagé à ne pas augmenter les tarifs de garde plus que l'inflation. Ce qu'ils ont fait en arrivant, c'est de nous proposer des augmentations pouvant aller jusqu'à 174 %. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on nous demande de payer plus cher et d'avoir à la fois moins de services. Parce que les coupes qu'on veut nous imposer, dépendamment de la façon dont on le regarde, pourraient aller entre 120 à 320 millions. Donc, c'est beaucoup d'argent que l'on veut soutirer de ce système de réseau éducatif des services de garde au Québec. Et c'est la qualité qui est mise en cause. C'est définitivement la qualité qui est mise en cause. On nous donnait comme exemple tantôt qu'on veut même analyser de quelle façon dont on fait la gestion du ménage à l'intérieur d'un CPE, alors qu'on voudrait, dans certains cas, s'il y a moins d'enfants, qu'on coupe dans le service ménager. Alors moi, ce que je sache, qu'il y ait 60 enfants ou 80 qui aillent faire pipi à la toilette, il faut la nettoyer de la même façon. Donc, nous disons non à ces coupures qui n'ont absolument aucun sens et qu'il faut conserver la qualité de ces services de garde. Alors, oui à la comptabilité, mais avant tout à la qualité pour le service de garde de nos enfants. Alors, pour continuer avec des images, écoutez, il y a une question qui se pose en ce moment. C'est quel nouveau lapin la ministre va sortir de son chapeau? Elle opère des coupes dans les services de garde sur commande du Conseil du Trésor. Je vous rappellerai qu'en même temps, les médecins, eux, ils ont eu 400 millions de plus dans leur rémunération. Ça n'a pas l'air de déranger beaucoup le gouvernement. Là, elle nous dit... Les garderies, les services de garde peuvent s'enligner sur les 30 % les plus performantes. Moi, j'appelle ça les 30 % les moins performantes parce qu'il y a de bonnes chances que dans les services de garde où l'on dépense vraiment beaucoup moins, paraît-il, il y a des problèmes de qualité. Là, aujourd'hui, c'est les frais d'administration sont trop élevés, mais il n'y a pas moyen de savoir qu'est-ce qu'elle entend par frais d'administration parce qu'évidemment, la ministre, elle sort les lapins, mais elle les explique pas. Alors moi, la question que j'ai à lui poser, c'est est-ce que la semaine prochaine, le prochain lapin, ça va être pour les collations, les amis, s'il vous plaît, pas de cheddar, du Cheez Whiz. Tu sais, tant qu'à y être là. Et la question de fond qui est posée par toutes les actions de ce gouvernement depuis maintenant 1 an en matière de services de garde, c'est est-ce qu'on veut des parkings d'enfants ou est-ce qu'on veut des services de garde éducatifs et de qualité? C'est la question à laquelle le gouvernement doit répondre. Quant à la formation politique que je représente, la réponse est claire. Service de garde de qualité, c'est un fleuron du Québec. Nous voulons le préserver. Merci. Alors, bonjour tout le monde. L'objectif aujourd'hui, c'était de signifier au gouvernement notre volonté, notre demande très, très importante d'avoir une réelle table de négociation et non pas une mascarade où on nous présente la position gouvernementale, d'ailleurs une position qui est extrêmement difficile à comprendre. C'est vraiment le jeu des échelles et des serpents pour s'y retrouver. On veut une vraie table de négociation. Les familles jusqu'ici ont eu droit au bâillon. Alors, c'est le bâillon au niveau des tarifs et quand on discute du financement, bien, ça ressemble au bâillon. En fait, on nous dit qu'on discute, mais la vérité, c'est qu'on a le droit de poser des questions. On n'obtient pas de réponse et on voudrait pouvoir négocier. Depuis 2011, avec la ministre James, on a réclamé à répétition d'avoir une table de négociation pour la refonte du financement de nos services. On est conscient qu'il y a besoin de modernisation en termes de financement. C'est des choses qu'on a demandées et on a eu de la difficulté à l'obtenir. L'an dernier, en commission parlementaire, on a demandé à la ministre d'asseoir les partenaires ensemble pour qu'on ait une discussion transparente avec des solutions amenées de part et d'autre. Ce qu'on souhaite, c'est influencer ce gouvernement-là et non pas le voir imposer des positions qui sont
invivable pour le réseau, fondé sur un tiers performant qui, jusqu'à présent, est intangible, qu'on n'est pas capable de voir, quelles sont les garderies ou les CPE qui, soudainement, deviennent l'exemple à montrer à l'ensemble des Québécois. Les familles et les enfants méritent plus qu'un bâillon. On souhaite une table de négociation et le premier ministre doit maintenant comprendre qu'on est sérieux et qu'on souhaite discuter des solutions pour pérenniser les services essentiels à nos petits-enfants. Merci. Bonjour. La qualité que nous, on va donner à nos enfants, ça doit être la pièce maîtresse. Ça doit être toutes nos préoccupations pour nous comme société. Baser une réforme aussi majeure sur le service de garde uniquement sur des chiffres comptables, ce n'est pas acceptable. Ils nous demandent de suivre 30% de services de garde qui coûtent le moins cher. Mais qui sont ces 30%? On a posé beaucoup de questions aux fonctionnaires avec qui on parlait. Qui sont ces 30%? C'est quoi leur truc? C'est quoi leur mode de gestion? Est-ce que le ratio enfant-éducateur était respecté? Est-ce que les enfants sont bien? Est-ce que les enfants mangent bien? Est-ce que les enfants sont bien encadrés? Est-ce que c'est le programme éducatif? Savez-vous, un service de garde, c'est pas du gardinage. Je pense qu'on a dépensé des milliards depuis 1997 pour avoir un système qui fait l'envie de tout le monde. Fait que la réponse, malheureusement, puis je vous le dis, clair, noir sur blanc, la réponse des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires avec qui on travaillait, on a gardé uniquement le donné comptable. Il n'y a aucun indice, ni de proche, ni de loin, sur la qualité. Mais comment on peut prétendre côté des autorités, mais c'est la meilleure façon de gérer, c'est la meilleure qualité. Messieurs, mesdames, il n'y avait même pas aucun indice de qualité, uniquement de chiffres comptables. C'est sûr que nous, comme société, comme consommateurs, quand on va faire quelque chose, quand on va acheter quelque chose, ce n'est pas uniquement le prix, ce n'est pas uniquement la qualité, les deux vont ensemble, qualité-prix. Mais aujourd'hui, avec l'exercice qui nous demande de le faire, que nous, on refuse d'embarquer, c'est uniquement des chiffres comptables. Je pense que nos enfants méritent mieux que ça. Nous n'avons jamais dit qu'on était contre l'idée de revoir le financement. Nous n'avons jamais dit que nous étions contre l'optimisation des places. On n'a jamais dit non plus qu'on ne devait pas regarder comment on gère les fonds publics. La preuve, c'est que nous sommes sur un groupe de travail dont l'objectif était de regarder, et techniquement, il l'est encore. La ministre dit qu'elle a assis les partenaires qui pourraient venir enrichir les conversations puis trouver les solutions. Présentement, notre groupe de travail, comme partenaire, on ne reçoit aucun document. On nous présente des PowerPoint, puis dans le fond, on doit prendre les notes en même temps qu'on nous les explique, puis en même temps, oui, on a le droit de poser des questions, faire des commentaires. Et à chaque fois, on demande, après avoir vu une donnée, bon, bien, votre nouvelle variable, elle vaut combien? Alors, on nous répond, on ne peut pas le savoir encore. Alors, tout le monde sait que 2 et 2 font 4. Tout le monde sait aussi que 2 plus X égale Y. On demande que vaut les X. Et on nous dit, on ne le sait pas. Quand on est sorti la semaine dernière, on a dit qu'on souhaitait savoir que valent les X. Est-ce qu'on va le savoir demain? On ne le sait pas. Une chose est certaine, c'est qu'on va y retourner. Et ce qui est certain aussi, c'est qu'on va jouer à la marguerite à la fin de cette journée-là. C'est-à-dire qu'on va nous demander à chaque composante, est-ce que vous êtes d'accord un petit peu, beaucoup, passionnément? Pas du tout. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite pour les familles québécoises, qu'on joue à la marguerite sur un financement et sur la qualité qui sera offerte ensuite? Nos membres ont travaillé fort pendant toutes ces dernières années pour offrir une qualité, un service de qualité exceptionnel. Est-ce que c'est ça c'est comme ça qu'on nous remercie en coupant nos vivres? Assez, c'est assez. Comment pourrons-nous continuer à offrir des services de garde de qualité aux familles du Québec? Hier, la ministre a dit qu'elle voulait pas s'occuper des associations, mais qu'elle voulait s'occuper des services de garde pour les enfants et pour les familles. Bien, nous, nos associations, on travaille pour nos associations, mais en premier lieu, on travaille pour nos enfants, mais pour des services de qualité, ce qu'ils ont oublié. Alors, nous, on travaille pour les familles et pour nos enfants, et on va continuer à travailler pour que ce soit des services de qualité qui soient dans nos milieux. Alors, j'espère que Monsieur le Premier ministre
va apprendre que la petite enfance, c'est un investissement à long terme. Merci, Mme Plamondon. On va commencer la période de questions. Je vous invite à vous présenter et, s'il vous plaît, des sujets. Restez sur le sujet des garderies. Merci. Oui, bonjour, Tommy Chouinard, La Presse. J'aimerais, vous dites, toutes les associations semblent dire que oui, vous êtes prêts. Vous dites de la nécessité de revoir le financement. Ça pourrait représenter quel gain? Là? Le gouvernement va aller chercher 120 millions, mais vous pensez qu'en resserrant le financement, on pourrait économiser combien, selon votre perspective? D'abord, on n'a pas dit qu'on voulait resserrer le financement. Il faut compter là, les sommes d'argent, les centaines de millions qui ont été coupés depuis 2006. Le réseau a toujours été là aux premières loges quand c'était le temps de couper depuis 2006. Et on arrive à un moment où il n'y en a plus de marge de manœuvre. Ceci étant dit, aujourd'hui même, au Concorde sont réunis dans une salle des directions générales, comme on l'a fait dans presque la moitié du Québec jusqu'à présent. Et des directions générales regardent exactement ce qui peut être fait, comment est-ce qu'ils peuvent partager leurs meilleures pratiques. Et on est en travail. Ça, c'est une initiative qu'on fait nous-mêmes, que personne ne nous a demandé. Ça, c'est du réel travail. Ça, c'est une démarche sérieuse. Et au terme de ça, on sera en mesure de pouvoir contribuer à des solutions, mais pas au prix des services qui sont donnés aux enfants. À mesure d'avoir enlevé de l'argent dans ce réseau-là, on en est arrivé à évacuer la mission éducative. Alors, l'argent qu'on souhaite aller chercher, c'est pour le réinvestir pour l'enfant, pour le réinvestir dans l'égalité des chances. La ministre ne respecte même pas l'article 1 de la loi sur les services de garde qui prévoit que chaque enfant devrait avoir droit à l'égalité des chances. On est rendu où on a complètement évacué ce qu'il y a de nécessaire pour pouvoir offrir ce service éducatif-là. Et si on trouve des marges de manœuvre, bien nous, la revendication qu'on fera à ce moment-là, ce sera de le réinvestir pour l'enfant. Les marges sont où dans vos frais de gestion? Est-ce que c'est possible de faire un effort de ce côté-là? Il y a toutes sortes de possibilités. Il y a différents éléments. Chaque CPE opère d'une manière différente. Et c'est extraordinaire de voir la volonté de chacun des gestionnaires, justement, de se remettre en question quand ils réalisent, dans certains cas, qu'il y a un gestionnaire qui arrive à dépenser un peu moins sur un aspect plutôt que l'autre. Ils partagent les choses et d'arriver à des meilleures pratiques, là, c'est quelque chose qu'on fait depuis toujours. Vous savez, depuis 10 ans au moins, notre réseau a mis en place toutes sortes de mécaniques et d'initiatives. On a une coopérative d'achat pour couper au niveau des fournitures globales. Personne ne nous a demandé de faire ça. On a une mutuelle de santé et sécurité pour couper au niveau des cotisations de la santé et sécurité. Personne ne nous a demandé de faire ça. Ça fait depuis 2011 qu'on demande de faire un peu la même chose au niveau des infrastructures et que ça piétine, et que ça piétine, et que ça piétine parce qu'on refuse d'aller de l'avant avec ça au niveau du gouvernement. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On gère les fonds publics, on le fait d'une manière responsable, on met des outils ensemble, collectivement, des mutuelles pour faire mieux. Et le gouvernement nous demande de couper 320 millions. À ce moment-là, ce qu'ils cherchent à faire, c'est littéralement évacuer la notion d'éducatif de notre mission. J'ai une dernière question. Est-ce que je dois comprendre que si vous demandez une table de négociation, c'est pour que le gouvernement abandonne ses compressions et soit davantage dans une démarche où, s'il y avait des économies à réaliser, par exemple dans la gestion, que ce soit réinvesti toujours dans les services de garde? Tout à fait. On cherche à réinvestir les économies qui pourraient être dégagées sur tous les fronts. Monsieur Poinlane? Oui, Pascal Poinlane, Radio-Canada. Je voulais savoir, dans le passé, le gouvernement, pour justifier des compressions dans les services de garde, disait que certaines garderies privées, subventionnées ou autres, avaient des surplus. Certaines avaient des surplus et tout ça. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'il y a encore des surplus? Est-ce que vous attendez à ce que le gouvernement utilise cet argument? Alors, au niveau des surplus, je vous remercie de la question. C'est une opportunité, encore une fois, de démontrer qu'on était à la table. Il y a eu une table dans un ancien gouvernement où on a participé. Il y avait un effort additionnel à demander. Et on a, nous, porté un leadership face à nos membres. Et on leur a dit, il faut fournir cet effort-là. Et il y a des surplus qui ont été coupés. Il y a des surplus qui ont été coupés à 3 reprises. Et là, on arrive à un point où les fonds qui sont là, le montant total peut avoir l'air impressionnant, mais je vous rappelle qu'il y a 1500 installations CPE et au-delà de 700 garderies. Bien, il faut avoir un fonds d'urgence. Et dans certains cas, pour le fameux développement du réseau que la ministre promet, bien, on est venu changer rétroactivement le fait qu'il faut maintenant investir 50 % en capital pour la construction d'une nouvelle installation.
Comment voulez-vous qu'on investisse quand les fonds nous ont été enlevés? Alors, à un moment donné, il faut être conséquent puis nous dire vers où on doit aller là, avec le peu de moyens qui nous restent. Ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est que si jamais une année, il y a un CPE qui dégage un surplus, ça sera pour réinvestir plus tard en infrastructure? Soit ça ou dans son fonds d'urgence. Il n'y a pas une organisation, qu'elle soit à but non lucratif ou à but lucratif, qui ne prévoit pas un certain fonds d'urgence pour les raisons, par exemple, quand les infrastructures le requièrent, quand il y a un appareil ménager qui doit être réparé, ça prend de l'argent pour faire ça. Mais étant donné la pression économique qui a été donnée au CPE ainsi qu'aux garderies depuis des années, bien justement, les gestionnaires n'ont pas été capables de mettre de côté suffisamment d'argent. Et là, ce qui s'en vient, c'est un rendez-vous avec les immeubles. Là. Les immeubles vieillissent, eux, là, ils n'attendent pas pour vieillir. Et on va se retrouver avec un parc immobilier, 20 ans après la création de réseau, où il y aura des investissements à faire et le gouvernement aura, avec sa gestion à courte vue, prévu aucune somme d'argent pour faire face à cette réalité-là. Bonjour, M. Sénécal. Bonjour. J'aimerais savoir si vous avez l'impression que la révision là, du mode de gestion, si on veut, des services de garde, selon vous, est-ce que c'est un écran dont se sert le gouvernement pour revoir le modèle de services de garde qu'on a implanté au Québec depuis près de 20 ans? Est-ce que c'est ça la vraie histoire, selon Écoutez, vous savez, un service de garde éducatif, c'est des services éducatifs directs aux enfants. Après ça, vous avez des éducatrices qui les donnent, ces services-là, une cuisinière, et vous avez nécessairement quelqu'un qui gère l'établissement, avec quelqu'un qui va peut-être la soutenir au niveau comptable ou au niveau des conseils pédagogiques. Mais après ça, il n'y a pas de commission scolaire, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de direction là, qui permette la gestion des immeubles, la gestion des équipements, la gestion des achats, la gestion des ressources humaines. Il n'y a pas de ça là, dans notre réseau. On passe directement au ministère de la Famille par la suite. Alors, vous me parlez d'un écran de fumée, moi je vous dis absolument. Quand on a un ratio de 1 à 3 personnes là, en équivalent à temps complet pour gérer un établissement où il y a 80 enfants qui représentent probablement plus de 120, 140 parents qu'on accueille à tous les jours. Hein, la direction générale est là pour les accueillir, est là pour assurer la sécurité de ces enfants-là, leur épanouissement. Et là, je parle plus du reste parce que j'en ai parlé suffisamment, toutes les urgences qui peuvent survenir. Bien, à un moment donné, comment voulez-vous qu'on coupe plus? Là? Il n'y a pas moyen de faire mieux. Là. Et en plus, dans ce que la ministre là, oppose en ce moment dans ses chiffres, il y a la personne qui offre le repas et les 2 collations à ces enfants-là. La cuisinière est inclue dans le lot. Alors là, on nous dit, dans ce qui nous est imposé là, présentement, cette cuisinière-là, elle va travailler 21 heures par semaine. 21 heures par semaine pour nourrir d'une manière saine et équilibrée 80 enfants pour le repas du dîner et 2 collations. Moi, je mets au défi n'importe qui d'arriver avec 2,42 par jour, là, par enfant, à fournir ce genre de service-là. Mais savez-vous quoi? On est presque capable de le faire parce que, justement, on est responsable et raisonnable. Alors, il n'y a plus moyen d'aller plus loin. Quand on voit les relations très difficiles, très tendues entre Mme Charbonneau depuis qu'elle est en poste et vous, l'ensemble du réseau, avez-vous l'impression aujourd'hui qu'elle a mis une croix sur justement des discussions, des négociations avec les responsables d'organisations, d'associations et qu'elle veut simplement faire ses réformes à sa façon sans consulter le réseau? Mais écoutez, qu'est-ce qu'on voit jusqu'à date, surtout avec cette réforme aujourd'hui? On voit une discussion à sens unique. Nous, on questionne, est-ce que Mme Charbonneau, elle est au courant exactement de ce qui se passe sur ces tables-là? Est-ce que l'ordre, ça vient de elle ou c'est des fonctionnaires ou les deux qui ne communiquent pas ensemble? Parce qu'on voit 2 discours. On voit le discours politique qui est totalement différent du discours administratif. Discours politique, on parle de la meilleure méthode de gestion, la meilleure qualité pour nos enfants. Pendant le discours administratif, on ne parle pas de qualité du tout. On parle uniquement de chiffres comptables. On parle qu'il n'y aura pas de coupure de poste pendant qu'il nous demande à tout le monde, voilà le nombre d'heures que vous devez avoir travaillé dans vos services de garde, mais tout le monde, vous devrez suivre ça, sans nous expliquer pourquoi. Il y a un service de garde qui est proche de son milieu,
Les parents, ils n'ont pas besoin peut-être 10 heures ou 11 heures de garde par jour. Ceux qui sont dans les régions, ils vont prendre le train le matin puis le soir, ils ont besoin de plus. Et là, il y a un système pointure pour tout le monde, ça ne marche pas. Mais vraiment, c'est quoi leur objectif? Nous, on se questionne. Est-ce que l'objectif, vraiment, mettre le réseau en péril? Est-ce que l'objectif de, peut-être, c'est un système qui coûte trop cher, mais on va le remplacer par un autre système? Est-ce qu'on travaille Mais ici? c'est quoi votre réponse à ça? Je m'excuse de vous interrompre. Est-ce que, selon vous, c'est ça que le gouvernement est en train de faire, de mettre le réseau actuel, tel qu'on le connaît depuis 20 ans, en péril pour changer pour un autre modèle? Est-ce que c'est ça? Mais regarde, s'il met en application qu'est-ce qu'ils nous proposent, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé, il y a plusieurs, je dis plus que la majorité de services de garde, mais ils ne seront pas capables, pur et simple, de maintenir leur opération à partir du 1er avril. Mais c'est quoi la solution qui s'impose? Est-ce qu'on demande à ce service de garde, vous êtes mieux que vous changiez vos modes de fonctionnement? Est-ce que vous pouvez aller vers une autre façon de continuer vos opérations? Parce qu'on n'est pas capable de vraiment continuer nos opérations. C'est ça leur objectif? Est-ce que c'est l'objectif voulu? Parce que tout ce qu'on voit maintenant, là, je pense qu'on est en train d'étouffer le réseau qui est déjà étouffé. Mais à un moment donné, là, nous, comme gestionnaires, on refuse de dire, regarde, le repas, c'est comme ça, le minimum pour préparer le repas, l'hygiène, le matériel éducatif, deux choses. Mais là, à un moment donné, si on est forcé à faire ça, nous, personnellement, là, on va faire autre chose. Un mot seulement peut-être sur cette question-là. Je voudrais simplement faire remarquer, je pourrais fournir les chiffres, que l'augmentation des services de garde privés non subventionnés est fulgurante depuis 10 ans, beaucoup plus importante que l'augmentation des places en milieu subventionné. Pour M. Sénécal, à nouveau, si c'est possible. Demain, sauf erreur, c'était censé être la 8e et dernière rencontre du groupe de discussion, du groupe de travail. Et on en est là, à la situation que vous dénoncez aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive si la rencontre de demain est effectivement la dernière, que la ministre n'accède pas à cette idée d'une vraie table de négociation et que vous vous faites imposer les coupes qui ont été présentées jusqu'à maintenant? Vous savez, on est de bonne foi. On arrive là avec depuis le début, d'ailleurs. Et ça a pris plusieurs rencontres avant qu'on finisse par mettre notre pied à terre, vous le voyez bien. Et c'est peut-être de là l'intensité de notre réaction. Alors, nous, on y va de bonne foi. On ne va pas présumer que demain, là, ce ne sera pas positif. Et s'il arrive ce qui arrive, bien, on aura ensemble 4 associations qui représentons, juste en passant, 230 000 places subventionnées au Québec. C'est ça qu'on représente. Et on ne vaut même pas une table de négociation, contrairement à tous les autres groupes qui discutent avec le gouvernement maintenant. Alors, si demain, on nous dit qu'on est en mesure de mettre en place une vraie table de négociation, on sera au moins en train d'avancer dans le sens de fournir des solutions et d'influencer ce gouvernement-là. Le premier ministre a le devoir de nous accorder ça. Il me semble que c'est un minimum que d'estimer les familles suffisamment pour leur donner une voix au chapitre et une capacité d'être entendues. Mais quels sont, à votre sens, vos leviers advenant que le gouvernement n'accède pas à vos demandes en ce moment? Écoutez, il semble en tout cas que, pour ce qui est, M. Pagé en parlait, pour ce qui est d'une pétition qui a été d'ailleurs mise, parrainée par nos deux collègues ici présents, Mme David, M. Pagé, 20 000 signataires, ou tout près, là, on est à une centaine près de 20 000 en tout juste une semaine. Je pense que ça envoie un signal qui est quand même assez clair. La population est derrière nous, on le sent à tous les jours. Les parents, vous savez, on a une relation avec eux, une relation privilégiée. On les accueille le matin, ils viennent chercher leur enfant le soir. Quand on les voit le soir, c'est pour un moment très, très important. On leur dit comment leur enfant s'est développé durant la journée. Il n'est pas rare qu'on apprenne à un parent, aujourd'hui, les premiers pas se sont faits, et là, on voudrait remplacer ces fins de journée-là et ces débuts de journée-là par du n'importe quoi. Alors, nous autres, ce qu'on dit, c'est attention, là. C'est là qu'il y a la valeur éducative de ce qu'on fait. On est en relation avec des parents. Ces parents-là, on fait de la coéducation avec eux. Ils sont les premiers éducateurs de leurs enfants, mais on est là avec eux et il faut absolument qu'ils soient entendus. Mais en clair, je cherche un peu à savoir si, par exemple, avec une participation des syndicats, s'il pourrait y avoir des journées de pression, des débrayages. Est-ce que ça pourrait être
dans la liste des moyens envisageables. Il y a toutes sortes de moyens qui sont possibles, mais on est à l'étape où on est encore en discussion avec le gouvernement. Et après ça, on verra avec l'ensemble des associations ce qu'on peut partager comme objectif et comme point de vue, ainsi que comme plan d'action. Il est un peu tôt pour en parler. Bonjour. La ministre répète depuis la semaine dernière que le ratio demeure inchangé et elle utilise cet argument-là pour dire qu'il ne doit donc pas et qu'il n'y aura pas de mise à pied. Visiblement, vous n'avez pas la même lecture. Ben, non seulement c'est pas la même lecture, mais il y a 4 enveloppes qui nous ont été expliquées. Et une des enveloppes, c'est les services directs aux enfants. Ça, c'est les salaires des éducateurs, des éducatrices. C'est pour cette enveloppe-là seulement 151 millions en CPE, plus la coupe d'équivalent de grandeur pour les garderies privées subventionnées. Alors, faites la proportion. C'est 75 de la coupe qui est demandée. Alors, je veux bien l'entendre dire que la loi ne changera pas, mais comment est-ce qu'on pourra couper 75 dans le 25 qui reste? Là? Je comprends qu'on a de la misère dans le message qui nous est transmis, mais il semble qu'on ait plus d'aisance à calculer que ce qui nous est présenté, parce que ça, pour moi, c'est la quadrature du cercle. C'est impossible à livrer. Est-ce que Mme Charbonneau est encore la fan de la situation? Bien, nous, en tout cas, ça nous rassure que ce soit le premier ministre qui réponde aux questions et qui, même dans un déplacement très important pour le Québec à Paris, ait pris le temps, justement, d'adresser cette question-là. Alors, nous, ça nous indique que ce dossier-là a pris de l'importance dans ce gouvernement-là et ça laisse la place au premier ministre, surtout dans le contexte économique actuel, de réviser priorité puis de donner une vraie chance à une entente et à des discussions profitables pour tout le monde. Mais justement, si c'est le premier ministre qui répond en lieu et place de la ministre de la Famille, est-ce que la ministre de la Famille est encore la femme de la situation? Nous, on n'obtient pas les réponses qu'on a besoin d'avoir pour travailler de la part de la ministre. Je ne crois pas que la population reçoit des réponses non plus de la part de la ministre. Alors, quand le premier ministre nous parle, on écoute et on espère qu'il va entendre notre message d'aujourd'hui. Merci. Merci. Bonne journée.